Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. Les rugbymen de l'ASM s'apprêtent à partir pour Bordeaux où ils disputeront dimanche la première demi-finale européenne de leur histoire face au Leinster. Des bouteilles de vin plongées au fond du lac Servières. Objectif, voir comment le breuvage vieillit dans de telles conditions. Et puis l'écrivain François Taillandier est notre invité ce soir avec le dessinateur Didier Debelbès. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Clermont-Ferrand absolu. Les rugbymen clermontois sont prêts à en découdre. Dimanche, ils disputeront la première demi-finale de Coupe d'Europe de leur histoire face aux tenants du titre, les Irlandais du Leinster. Ce midi, joueurs et entraîneurs de l'ASM Clermont-Auvergne tenaient un dernier point presse avant le grand rendez-vous. Grégory Gomez et Philippe Robert étaient présents. La pression est encore montée d'un cran, 48 heures du choc face au Leinster. On a senti les joueurs très concentrés avant ce choc. Franck Azema, leur entraîneur, le rappelait, le Leinster c'est tout simplement le champion d'Europe en titre, une référence. Ça fait deux années qu'elle domine cette compétition. Donc elle est en place tant offensivement que défensivement. Elle a l'habitude de jouer ensemble. Elle évolue tant au niveau national qu'au niveau international ensemble. Donc forcément, elle a de la cohésion. Vous le voyez derrière moi, il ne fait pas très beau à Clermont. Il ne devrait pas faire très beau non plus à Bordeaux ce dimanche. Pas un problème, nous dit le capitaine de l'ASM Clermont-Auvergne, Aurélien Rougerie. Non, on essaiera de s'adapter. On va pas cadenasser le jeu parce qu'il pleut. On va essayer de trouver des solutions, même avec la pluie. On s'adaptera. Ils étaient près de 3000 à Watford à supporter l'ASM Clermont-Auvergne face aux Saracens pour le quart de finale. On attend à 20 000 supporters à Bordeaux dimanche face au Leinster. Une force sur laquelle les joueurs veulent s'appuyer, c'est ce que nous dit Jamie Cunmore. C'est une ambiance formidable. On est, comme tu dis, entre 15, 20, 25 000 supporters là-bas. Et je pense que c'est une ambiance de fou dimanche et je suis très excité par rapport à ça. Pour terminer, quelques informations sur la composition d'équipe. On peut dire que Benjamin Kaiser sera en première ligne, Tipolo sera remplaçant, ainsi que Julien Pierre qui sera aussi sur le banc. La deuxième ligne, c'est Jamie Cunmore, Nathan Heinz. Et puis en troisième ligne, on pourra retrouver au poste de troisième ligne centre Elvis Vermeulen en raison de la blessure de Gerhard Vosslo. ASM face au Leinster, c'est donc dimanche à partir de 16h au stade Chabandelmas à Bordeaux. Les Clermontois devraient s'envoler pour la Gironde demain matin très tôt. Ils ont un entraînement prévu à 10h. Match important également pour le Clermont Foot Auvergne qui reçoit l'AS Monaco ce soir à partir de 20h20 au stade Gabriel Montpied et ce dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Clermont est actuellement 4e au classement général et peut encore espérer monter en Ligue 1 la saison prochaine. Attention toutefois aux Monégasques qui sont en forme. Ils restent sur une série de 5 victoires d'affilée et 10 matchs sans défaite. À noter pour Clermont le retour de Jean-François Rivière, blessé au pied et arrêté depuis février. L'attaquant phare figure parmi les 17 joueurs retenus, mais il ne devrait pas débuter la rencontre ce soir. L'autre actualité du jour, c'est le chômage qui continue de progresser en Auvergne comme partout en France. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,5% en mars par rapport à février. C'est un petit peu moins qu'au niveau national. Sur un an, le chômage a progressé de 6,8% en Auvergne contre 7,2%, vous le voyez, sur toute la France. L'Auvergne compte désormais près de 52 700 demandeurs d'emploi. Et puis, autre statistique négative, l'emploi intérimaire, lui, a chuté de 15% en Auvergne entre mars et février, d'après le baromètre Prisme Emploi. Et c'est dans ce contexte économique difficile que les salariés de la FNAC étaient appelés à la grève ce vendredi partout en France, alors qu'au même moment se tenait l'Assemblée générale des actionnaires. Des salariés ont distribué des tracts ce matin devant le magasin de Clermont à Jaude. Les syndicats demandent des augmentations de salaire plus importantes que les 25 € bruts promis et ils déplorent les licenciements à venir à la FNAC. Il y a un plan social qui concerne 510 personnes, tant au niveau France qu'international. Il y a 86 employés, 86 salariés à la FNAC de Clermont et il y a 4 postes qui vont être supprimés. On ne peut pas accepter, d'un côté, on distribue des bénéfices considérables et qu'on mette en place des plans sociaux. Ce qu'on demande, c'est d'avoir des augmentations de salaire décentes et que les conditions de travail aussi soient à la hauteur. Des images et des propos recueillis par Cécile Finot.
Il paraît que le vin vieillit très bien au fond de l'eau. Afin de voir si cela est vrai, le club d'œnologie de Clairland, dans le Puy-de-Dôme, a plongé 270 bouteilles dans le lac Servières ce matin. Le vin en question provient de l'Aude, dans le sud, de la Champagne, mais également du pays de Saint-Pourçain, dans l'Allier. Philippe Robert a suivi la mise à l'eau de ces bouteilles. Cette nasse à huîtres accueille un produit qui habituellement ne lui est pas destiné. Des bouteilles de vin, ici du champagne. Du Saint-Pourçain et du Fitou, un vin de l'Aude, ont également été soigneusement emballés pour être immergés à 16 mètres de profondeur dans les eaux du lac Servières. On va les laisser jusqu'au mois d'octobre, fin octobre, pour voir l'évolution sur 6 mois. L'idée, c'est de faire les essais dans un lac de montagne. Bon, on sait que les vins vieillissent très bien en altitude. Cette expérience est menée en parallèle dans la mer en Bretagne et dans les eaux salées des étangs de Leucate et de Gruissant par 3 vignerons qui s'attendent à des différences notables de goût selon le lieu de vieillissement. Les échanges ne seront pas les mêmes de par les pressions et les profondeurs. À Leucate, à Gruissant, on est à 20-25 mètres. Ici, on sera entre 15 et 20 mètres. Donc on aura près d'un bar de moins, suivant les profondeurs qu'on va trouver. Les vins ne vont pas évoluer de la même manière car les échanges gazeux ne seront pas les mêmes. Placées dans ce casier métallique par des plongeurs, les bouteilles vont vieillir dans une eau froide et à l'abri de la lumière. Lors du Salon des vins de Clairland au mois de novembre, des œnologues dégusteront avec modération ces différents vins. Quelques bouteilles seront également mises en vente au profit d'une association caritative. Des dinosaures en plein cœur de l'Allier, le parc Paléopolis qui remplace l'ancien Rhinopolis à Ghana ouvrira ses portes dans un an, au printemps 2013. Mais pour patienter, une grande exposition vient d'être inaugurée aujourd'hui sur le site autour des dinosaures polaires et sibériens. Cette expo sera visible jusqu'à la fin de l'été. Ariane Monfray et Maud Gatineau. Paléopolis, c'est un peu comme le petit Louvre du Paléolithique, 1300 mètres carrés d'exposition, 4,8 millions d'euros de budget. Le parc n'a plus rien à voir avec Rhinopolis, le musée ghanatois qui l'a inspiré. Devant la richesse fossilifère du sol de l'Allier, qui est quand même un des endroits les plus riches en fossiles d'Europe, donc le Conseil général avait cette idée de créer un parc au niveau européen. Pour le moment, seule une exposition temporaire est visible sur les 2 que proposera à terme le parc. La collection de Rhinopolis a été reprise, mais Paléopolis s'est enrichi de quelques spécimens, comme une collection de minéraux ou encore le fossile d'un allosaure. C'est un des très rares spécimens de juvéniles connus au monde. C'est donc un véritable allosaure qui est présent ici. Et puis on a également des squelettes de mammouth originaux, dont un qui ne sort de Sibérie que pour la 2e fois. Paléopolis ouvrira dans son ensemble au printemps 2013. D'ici là, 40 000 personnes sont attendues pour l'exposition temporaire qui se terminera au mois d'août. Place à présent à l'invité du JT, l'écrivain François Taillandier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec le dessinateur Bernard de Belbès, vous avez publié en fin d'année dernière un ouvrage intitulé Clermont-Ferrand absolu aux éditions Page Centrale. Vous êtes sur la région aujourd'hui et demain pour une série de dédicaces, on reprécisera tout à l'heure. Cet ouvrage, c'est un peu le carnet de voyage d'un Clermontois de retour sur ses terres ? C'est exactement ça. De 2 Clermontois d'ailleurs, puisque Bernard de Belbès et moi-même sommes nés là, nous avons grandi là, on s'est connus à l'école. Et puis après, on a vécu chacun notre vie dans des choses différentes, lui comme dessinateur, illustrateur et moi comme écrivain. Et on a eu cette occasion, il y a 1 an, de revenir comme ça, à nouveau au frais, si je puis dire, dans ce qui est notre ville. Et de se promener librement et de dire ce que l'on voyait, ce que l'on regrettait, ce que l'on trouvait mieux qu'autrefois, tous les ressentis possibles. Ce que vous écrivez, vous dites « Nous sommes revenus comme des voyageurs dans cette ville qui nous est pourtant familière, mais sur laquelle nous voulions porter un regard neuf et disponible. » C'est important pour vous, ça? Oui. Pour moi, particulièrement, je m'étais assez nettement désintéressé de Clermont. J'y ai passé jusqu'à de 0 à 23 ans, j'y habitais. Après, j'ai habité à d'autres endroits. Maintenant, je suis à Paris. Et le fait est que je m'étais un peu désintéressé. Enfin, pour moi, Clermont, c'était, comme ça, c'était un lieu d'origine, sans plus. Et là, oui, c'est un peu à la proposition de l'éditeur. D'ailleurs, c'est lui qui nous a suggéré cette aventure. Je me suis dit, je vais essayer de revenir là comme un voyageur. Comme si,
finalement, qu'est-ce qu'il y a là? Je cherche à retrouver mes pistes. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît moins? Comment s'est déroulé le travail avec Bernard de Belbès, le dessinateur, pardon. Chacun a composé de son côté ou les choses se sont faites en interaction? On s'est beaucoup promené ensemble. On est très, très copains personnellement, donc on se connaît bien. On a pris plaisir à se balader un petit peu dans Clermont, retourner voir des choses. Voilà. Mais à part ça, on a travaillé en toute liberté. Bernard fait des croquis ou prend une petite photo de ceci, de cela. Après, il compose ses aquarelles ou c'est des dessins à l'encre aquarellés. Moi, pareil, je prends mes notes et puis ça se construit comme ça peut, en toute liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à faire. Ce livre n'est pas un guide de Clermont, c'est pas une étude socio-économique sur Clermont. C'est une vision, c'est notre vision. Personnelle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est votre regard qui est presque comme celui de n'importe quel visiteur qui découvrirait Clermont. Ce qui vous choque en arrivant, et c'est ce qui choque tout le monde en arrivant, c'est cette cathédrale. Vous dites, elle est terrible, elle évoque le diable plus que le bon Dieu. Ah oui. Oui. Quand j'étais petit, c'était tellement évident, cette grande cathédrale très noire avec ces deux flèches qui ressemblent à des bonnets de pénitents. Je me rappelle la première fois de ma vie que j'ai vu Notre-Dame de Paris, et c'est en pierre blanche, j'ai été étonné qu'une cathédrale ne soit pas noire. Maintenant, oui, je me dis, ça a quelque chose de grandiose. Ce navire de pierre noire au-dessus des toits de tuiles de Clermont, avec voilà, ces flèches qui font penser à des bonnets de pénitents dans une procession de CVI, quoi. Et alors pour vous... Mais c'est beau, c'est une beauté puissante, mais un peu dure par moment quand même. Pour vous aussi, il manque de l'eau à Clermont. Et alors du coup, c'est pas pour moi, les Clermontois. Vous présentez un Clermont fantasmé, notamment sur certains visuels, on voit la mer à Clermont. Oui, ça c'est une idée de Bernard, parce qu'il y a le quartier qui s'appelle l'église et le quartier de Notre-Dame-du-Port. Et donc il s'est dit, puisqu'il y a ce mot, on va imaginer que ce serait un peu c'est un port. Alors il a fait ce dessin où on a l'impression que c'est un port de mer, quoi. Voilà. Quant à l'histoire de l'eau à Clermont, je ne suis pas le premier Clermontois à déplorer qu'il n'y ait pas un vrai fleuve. Ça, c'est vrai. C'est un peu ce qui manque. Mais l'Allier nous a fait la farce de passer à 15 km. Qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de s'en accommoder. Et alors, vous vous intéressez aussi... alors, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de références historiques. Vous citez des auteurs qui ont parlé de Clermont. Et vous vous intéressez aussi à l'actualité. Alors, c'est drôle, en fin d'ouvrage, vous prenez position contre l'arrivée du train Clermont-Paris à Bercy, avec cette formule « Je ne suis plus un Parisien d'adoption, je suis un Clermontois en colère ». Oui, c'est curieux. Au moment où je finissais l'écriture de ce livre, il y a eu cette histoire. Je me trouvais là, dans le Puy-de-Dôme. Je vois ça dans la montagne. Et ça a soulevé une certaine émotion, cette histoire de changement de garde arrivée. Et le fait est que pour le Clermontois, c'est très important ce rapport à la capitale. Les Clermontois sont des gens qui ont beaucoup émigré vers Paris. C'était les marchands de vin, de charbon, enfin les Auvergnats en général. Et donc la gare de Lyon, c'est un lieu mythique. C'est un grand... Voilà. Alors c'est vrai, on s'est retrouvé expédié à Bercy. Et je pense qu'ici, ça a été mal vécu, il m'a semblé. Et moi, j'ai partagé ça. Je me suis dit, ouais, quand même, on est une ville importante, zut. Parce que cette gare de Bercy, elle n'a rien d'humiliant, mais elle est très mal commode, c'est tout ce qu'on peut en dire. Une toute dernière question très rapide que je voulais vous poser. Vous dites dans le livre, pour écrire sur Clermont après Vialat, il faut être fou ou prétentieux. Vous êtes les deux? Eh bien, sans doute, oui, mais j'ai essayé surtout d'être modeste. Parce que Vialat était un grand écrivain qui a tellement bien compris l'Auvergne et cette ville qu'il est difficile de faire mieux. Merci beaucoup. Donc Clermont-Ferrand absolu, édité par Page Centrale. Je précise, c'est une maison d'édition locale clermontoise. C'est bien de les encourager. Merci à vous, François de Saillandier. Et je rappelle aussi que vous serez avec Bernard de Belbès en rencontre dédicace demain, samedi à 16h à la médiathèque Hugo Pratt à Cournon d'Auvergne et également à la librairie Les Volcans à Clermont à 18h. Merci à vous d'avoir été notre invité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo. Pas d'informations sur Clermont Première lundi ni mardi. Le retour des flashs à 12h30 et JT à 18h30. Ce sera mercredi 3 mai. Mercredi 2 mai plutôt. À très bientôt sur Clermont Première.